Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de 2024 et je voulais d'ores et déjà vous remercier pour cette année 2024 qui a été riche en vidéos et on a franchi le cap des 1000 abonnés sur cette année 2024. On est bientôt 1100 sur la chaîne. C'est pas énorme évidemment aux yeux de YouTube, mais pour moi c'est absolument énorme puisque ça fait déjà peut-être 2 ans et demi que je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. C'était en juin 2022, donc c'était il y a 2 ans et demi et je suis super content à chaque fois de faire des vidéos. J'éprouve toujours le même plaisir. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début, merci à tous ceux qui sont arrivés en cours de route et merci à ceux qui viendront en 2025 pour continuer à développer la chaîne. Une fois que cela a été dit, on va finir cette année 2024 en parlant d'un football que j'apprécie tout particulièrement, c'est le football portugais. On va revenir un peu sur la saison des trois mastodontes portugais qui composent la Liga NOS, qu'on appelle désormais la Liga Betclic, donc le Sporting, Benfica et Porto. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est l'émergence de nombreux cracks dans le football portugais. Et on va voir que l'émergence de d'autres cracks, eh bien, c'est assez paradoxal quand on connaît la démographie du Portugal. On va aussi parler du Sporting Benfica qui a eu lieu évidemment pendant ces fêtes de Noël. Et c'est un match qui m'a donné envie de parler du football portugais, un football qu'on sous-estime. On parle souvent du top 5 européen, mais c'est vrai que la Liga Betclic est quand même un championnat de très grande qualité. Et ce qui me surprend à chaque fois, avec les trois mastodontes portugais, c'est leur capacité, malgré la perte de très nombreux joueurs chaque été, pardon, à chaque fois ils arrivent à vendre énormément de joueurs, et bien ils arrivent chaque année à se relever et à recomposer une équipe suffisamment compétitive pour aller loin en Coupe d'Europe, mais aussi pour continuer à lutter pour le championnat domestique. Donc on va commencer par évoquer ce match entre le Sporting et Benfica, et on a eu un derby lisboète riche en qualité. On a eu une victoire 1-0 pour le Sporting Portugal, et on sait que les dernières semaines ont été particulièrement difficiles, laborieuses pour le Sporting. Ils ont perdu Ruben Amorim, le coach qui avait tant imprégné cette équipe du Sporting de sa philosophie. Il est parti fin novembre du côté de Manchester United. Il a été remplacé par José Pereira, dont le contrat ne s'est pas avéré concluant. Il y a eu 4 défaites de suite. Ça a été compliqué à digérer ce départ de Ruben Amorim, et donc José Pereira a été remercié la semaine dernière et le Sporting a engagé Rui Borges qui était jusque-là du côté du Vitória Guimarães. Il réalisait une bonne saison là-bas, et le technicien portugais est arrivé donc dans la semaine du côté du Sporting pour défier le Benfica dès son premier match, et c'est donc un début de mandat de grande qualité pour lui de gagner ce derby lisboète, lui qui vient du Vitória Guimarães. Donc le Sporting est allé faire sauter sa clause libératoire pour parvenir à le signer. Donc on voit que le Sporting a été en proie à de nombreuses difficultés sur les dernières semaines. Le départ d'Amorim, José Pereira dont le mandat n'a pas été concluant, et Rui Borges, entraîneur prometteur qu'on est allé chercher au Vitória Guimarães et qui est venu gagner ce premier match face à Benfica. Le Sporting est donc leader de la Liga Betclic, et je rappelle que le Sporting est d'ailleurs tenant du titre de ce championnat portugais. On a souvent l'habitude de dire que c'est Benfica et Porto, mais non, le Sporting existe aussi. Donc le Sporting est composé de très nombreux joueurs de qualité. Gyökeres, qu'on ne présente plus, qui est le meilleur buteur de ce championnat. Katamo, qui a marqué face à Benfica, c'est de lui que le but victorieux est venu, qui est international mozambicain, qui a 23 ans, qui est supersonique sur son côté. Il évolue en tant que piston. C'est un ailier très rapide, de grande qualité. Giovanni Quenda, de 17 ans, qui a été convoqué en novembre par le sélectionneur portugais pour venir faire ses premières classes avec la sélection A. Il a d'ailleurs côtoyé Cristiano Ronaldo. Ça doit être dingue pour un gamin de 17 ans de côtoyer CR7. Mais voilà, on voit qu'il y a de très nombreux joueurs de qualité dans cette équipe du Sporting. Trincao, qui est aussi passé par le FC Barcelone, par la Première Ligue avec Wolverhampton. Donc on a un cocktail de joueurs évidemment de grande qualité du côté du Sporting. Le Sporting avait battu Lille en Ligue des Champions 1-0, on le rappelle. Donc on voit que le Sporting a un avenir aussi, que cette équipe du Sporting est une équipe de grande qualité, même si elle a pu connaître quelques péripéties sur les dernières semaines. On parle maintenant de Benfica. Benfica qui a enregistré en début de saison le retour de Bruno Lage, qui était déjà passé sur le banc du club lisboète il y a quelques années. Donc on est revenu aux fondamentaux du côté du board de Benfica, et Benfica a enregistré sa première défaite dans ce derby lisboète fin décembre, sa première défaite depuis le 14 août dernier. C'était lors de la première journée face à Famalicão. Donc on voit que cette équipe du Benfica a eu une énorme régularité sur les derniers mois en championnat, et c'est la première défaite depuis août dernier là aussi. Benfica réalise aussi une très bonne saison en Coupe d'Europe. Ils sont notamment venus s'imposer sur la pelouse de Monaco 3-2 en Ligue des Champions dans un match absolument abracadabrantesque, et on voit que cette équipe de Benfica dispose aussi de très
très nombreux joueurs de qualité. On a notamment le duo turc devant avec Aktürkoğlu qui a signé en provenance de Fenerbahçe cet été. On a Orkan Kokcu qui avait été du côté de Feyenoord, qui a eu des débuts un peu difficiles, mais qui est redoutable sur coup de pied arrêté. Donc on a ce duo un peu devant. On a aussi des vieux briscards comme Di Maria, Otamendi qui tiennent vraiment la baraque. D'ailleurs, le duel Otamendi-Gyökeres a vraiment tenu toutes ses promesses lors du derby entre Benfica et le Sporting. Donc voilà, on a de très nombreux joueurs de qualité du côté de Benfica. Antonio Carreras aussi, le latéral gauche espagnol qui a été formé du côté du Real, qui est parti à Manchester United, donc il a un parcours aussi assez atypique, qui a 21 ans là aussi, donc joueur aussi de grand talent et qui occupera sûrement le couloir gauche de la Roja dans quelques années. Le Danois Alexander Ba aussi sur le côté droit de la défense de Benfica. Donc voilà, on a vraiment un cocktail de très nombreux joueurs de qualité et à chaque fois cette course à trois entre Benfica, le Sporting et Porto, c'est vraiment quelque chose qui est très très excitant à suivre et donc on va finir par le dernier membre de ce trio, c'est le FC Porto, qui a été en Europa League, qui a subi malheureusement la saison dernière, ils ont fini troisième, donc ils ont été reversés en Europa League et les hommes de Vitor Bruno qui s'est engagé cet été, qui a été pendant 13 ans l'adjoint de Sergio Conceição qui vient de signer du côté de l'AC Milan, eh bien, il y a un début de saison plutôt mitigé pour lui. C'est la première fois qu'il est vraiment numéro un sur un banc d'un club de grande qualité comme Porto, où il y a évidemment beaucoup de pression. Porto, c'est le club qui doit défier les deux clubs de la capitale, donc forcément, ça donne une pression supplémentaire. Mais Vitor Bruno, notamment en Coupe d'Europe, en Europa League, eh bien, on a une saison plutôt mitigée, 2 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites. Il y a eu des matchs absolument spectaculaires, mais il y a eu des défaites qui ont évidemment été critiquées du côté du Portugal. Cette défaite notamment face à Bodo Glimt, on peut en parler en Coupe d'Europe. Donc voilà, il y a eu un parcours assez laborieux pour le moment, mais Porto peut encore se qualifier en barrage de la Ligue Europa. Il me semble qu'ils sont 13e ou 14e de ce classement de la saison régulière. Et ce qui me choque avec Porto, et c'est encore plus exacerbé qu'avec le Sporting ou Benfica, c'est que cette équipe de Porto, à chaque fois, elle vend des joueurs. À chaque fois, elle vend des joueurs qui sont très importants. L'été dernier, par exemple, c'est Conceição, le fils de Sergio Conceição, qui est parti du côté de la Juve. Il y a Evan Nilsson qui a été vendu à Bournemouth. On en avait parlé dans la dernière vidéo sur les Cherries. Donc, à chaque fois, cette équipe de Porto perd des joueurs de très grand talent. Et pourtant, chaque année, on arrive à régénérer l'effectif. On arrive à avoir des joueurs de grande qualité, notamment du côté de la formation. Et c'est le point que j'aimerais aborder pour évoquer ces trois clubs portugais. C'est leur capacité à former des joueurs. Et je parlais en début de vidéo de la démographie du Portugal qui est assez spéciale. Le Portugal, c'est que 10 millions d'habitants. C'est encore moins qu'en Île-de-France. On dit souvent qu'Île-de-France, c'est le plus gros vivier du monde avec celui du Brésil, mais le vivier du Portugal, il est aussi très conséquent. À chaque fois, le Portugal arrive à sortir des joueurs de très très grand talent, que ce soit au Sporting, au Benfica ou à Porto. Des fois, il y a des joueurs qui sont à Boavista, à Guimarães et qui signent à Porto, Benfica, au Sporting avant de partir dans un plus gros club encore. Mais à chaque fois, ces trois clubs-là concentrent le maximum de la formation portugaise pour un pays qui ne compte que 10 millions d'habitants. On a Coenda, par exemple, qui a 17 ans, qui est formé au Sporting Portugal. On a Rodrigo Moura, qui est absolument impressionnant depuis le début de la saison, qui a été meilleur buteur du dernier championnat d'Europe U17, c'était en juin dernier. Donc voilà, on a vraiment des joueurs de très très grand talent et souvent très très jeunes, 17, 18 ans. Nuno Mendes, par exemple, qui est du côté du PSG, qui a 22 ans, il fait office de vieux briscard quand on voit que Coenda, Moura sont la nouvelle jeunesse émergente, évidemment, de ce football portugais, mais évidemment, de cette jeunesse va devoir émaner un titre sur les prochaines années, notamment l'Euro, la Coupe du Monde. Vous savez que la génération de Ronaldo a gagné l'Euro 2016, par exemple, mais on aimerait que le Portugal soit beaucoup plus performant. On se rappelle tous que cette victoire à l'Euro 2016, elle avait été assez étriquée. On aimerait vraiment voir une génération jeune, dorée du Portugal, comme la génération belge, par exemple, comme la génération française, comme la génération allemande au début des années 2010, la génération espagnole à la fin des années 2000 aussi. Donc, on aimerait avoir une génération portugaise dorée qui règne sur le football européen, pas juste une équipe portugaise qui vient gagner l'Euro 2016 comme des bandits, comme ils ont pu le faire évidemment lors de l'Euro en France. On aimerait vraiment avoir une jeunesse portugaise qui marche sur le football, puisque cette jeunesse lusitanienne est évidemment de très très grand talent. Je pense que j'ai fait le tour sur ces trois mastodontes portugais. Ça va être vraiment très excitant à suivre cette fin de saison du côté de la Liga Betclic, puisqu'on va le voir, je vais vous afficher le classement, mais c'est extrêmement serré entre les trois mastodontes là aussi. Il y a aussi une question de monopole. C'est vrai que ces trois clubs-là, ils perdent que très peu. Porto a perdu 2 matchs cette saison, c'est face au Sporting et c'est face à Benfica. Donc on voit aussi qu'il y a
des fois des situations de monopole où ces 3 clubs-là sont largement au-dessus des autres en termes d'économie, en termes de formation et donc ça peut créer un fossé. C'est peut-être une des limites du championnat portugais. On a souvent critiqué l'Allemagne pour la suprématie du Bayern, on a souvent critiqué l'Angleterre ces derniers temps pour la suprématie de City, la Juve à un moment donné en Italie, mais c'est vrai qu'au Portugal, il y a aussi cette forme de suprématie, sauf que là, c'est 3 entités qui ont été divisées, mais il y a cette forme aussi de suprématie, de monopole avec ces 3 clubs qui sont omnipotents. Donc là aussi, ça peut imposer une question un peu plus philosophique. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la formation portugaise, de ces 3 clubs portugais, de leur avenir en Coupe d'Europe là aussi. Quelle est votre préférence entre ces 3 clubs? Mais moi, je trouve que le football portugais est un football qui progresse et qui arrive tout le temps à se régénérer malgré les nombreuses pertes de leurs jeunes et la formation portugaise est vraiment à louer.